Sur le podcast Apprendre à apprendre une langue, vous allez pouvoir écouter des interviews de polyglottes passionnés. Donc la passion, ça c'est sûr, ils l'ont tous en commun. Mais ce qui les différencie, ça va être leur méthode. Il n'y a pas de méthode universelle, de méthode d'apprentissage universelle, mais vous allez pouvoir, avec toutes ces interviews, vous enrichir de leurs expériences pour améliorer votre propre apprentissage. Pour ce 8e podcast, vous allez découvrir mon échange avec Timothy. Donc sa langue maternelle est l'anglais. Il vit aujourd'hui à Berlin et voilà, c'est un polyglotte capable de parler de nombreuses langues. Je lui ai posé plusieurs questions sur comment il s'y prenait quand il démarre l'apprentissage d'une nouvelle langue. On a parlé un peu de grammaire, de l'apprentissage des sons et ce que Timothy dit dans ce podcast, entre autres, c'est que chaque personne a sa propre méthode d'apprentissage et sa propre motivation. On n'aura pas tous les mêmes objectifs. Et pour le français, par exemple, son but c'était pas de le maîtriser à la perfection, mais d'être capable de s'exprimer en français quand il vivait à Vancouver, au Canada. Vous allez voir, d'ailleurs, il a un petit accent canadien, c'est marrant. Donc je vous laisse découvrir mon échange avec Timothy. Bonjour Timothy. Bonjour. Je suis contente de vous recevoir sur le podcast Apprendre à apprendre une langue. J'ai voulu échanger avec vous parce que je crois que vous parlez plusieurs langues. Oui, c'est vrai. Je parle l'anglais comme langue maternelle. J'ai aussi appris le gaélique irlandais quand j'étais jeune avec mon grand-père. Et là, dans l'école, j'ai appris l'espagnol, l'allemand. Et après ça, à l'université, j'ai étudié le chinois. Et j'ai habité au Canada aussi. Et c'est là que j'ai appris le français un peu. Oui, c'est ça. Et je parle aussi un peu de plusieurs d'autres langues, mais ceux-ci sont les langues que je me sens que je peux dire que je les parle. D'accord. Et l'espagnol et l'allemand que vous avez appris à l'école, j'imagine que si c'était à l'école, vous avez appliqué les conseils de l'enseignant, du professeur. Oui. Et est-ce que ça a fonctionné pour vous ? Combien d'années vous avez étudié l'espagnol et l'allemand et est-ce que ça a marché ? Ou est-ce que vous avez été obligé de travailler après en sortant de l'école ? L'espagnol, j'ai appris pendant 6 ans et l'allemand 4 ans. Avec l'allemand, c'était un peu spécial parce que c'était des classes privées. Donc, c'était juste une professeure et moi. Et ça, oui, ça a été super parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et oui, mais avec l'espagnol, c'était plus dans un environ traditionnel dans la classe et l'école. Je pense que j'avais de la chance avec les professeurs parce que tout le monde faisait diverses activités et c'était toujours intéressant pendant la classe. On a fait beaucoup avec la culture aussi, donc il y avait toujours un contexte. Et pour moi, oui, c'était super. Et, je m'intéressais déjà aux langues depuis l'enfance, depuis toujours. Donc, oui, c'était bien pour moi. D'accord. Et quelle est la différence entre quand vous avez appris à l'école et quand vous avez appris d'autres langues plus tard, une fois que vous étiez sorti de l'école ? Par exemple, le français. J'ai jamais étudié le français. Et tu peux voir que ma grammaire, c'est pas parfaite, mais ça, c'était jamais l'objectif pour moi. Je voulais juste communiquer. Et j'ai appris le français au Canada, donc c'est avec un peu accent québécois. Et il y a des mots qu'on utilise seulement au Québec. Et j'avais jamais l'intention de parler français parfaitement. Mais oui, il y a une différence. J'ai pas appris la grammaire très bien, mais je pense que
si l'objectif c'est juste pour communiquer, donc oui, il faut pas perfectionner la langue. Oui. Oui, pour le français, ton objectif, c'était quand tu étais au Canada, tu voulais pouvoir parler français aux gens, pas que en anglais, c'est ça? Oui, et avec des amis qui, peut-être, ils parlaient anglais, mais ils étaient plus confortables en français, par exemple. Mm. Je Et ne voulais pas le seul qui parlait juste en anglais. d'accord. Et est-ce que tu profitais, j'imagine, des conversations pour apprendre, mais est-ce que tu avais aussi des moments où tu étudiais chez toi, avec ton ordinateur, des livres, des supports? Est-ce que tu vois, est-ce que tu travaillais encore en plus, ou est-ce que tu as appris le français juste en parlant avec des Français au Canada? Euh, pour le français, je pense que oui, des fois, j'écoute les nouvelles ou je regarde un programme de télévision en français ou je, je lis un livre, mais c'est toutes des activités passives. Hmm. Euh, donc, oui, pour ça, c'est un peu plus difficile maintenant de parler. J'ai perdu beaucoup, mais oui, je fais un effort toujours, comme normalement, quelque chose de passif, comme radio, musique, quelque chose comme ça, mais il faut continuer avec une langue si tu veux pas le perdre. Et Donc, est-ce que oui, tu mais étais engagé activement? Est-ce que tu essayais de mémoriser des listes de mots? Tu vois, est-ce que tu étais engagé activement? pas tellement, non. Non. Et tu arrives et tu as quand même réussi à parler français. Alors dis-nous comment tu as fait. Euh, je sais pas. Par exemple, c'était plus facile parce que je parle espagnol. Donc, quand je parle français, je pense un peu en espagnol et je traduis. Ah, attends, tu viens de dire que ta langue maternelle c'est l'anglais et quand tu Oui, veux parler français, tu penses en espagnol et tu traduis en français. parce que la structure, l'espagnol et la grammaire et tout ça, les mots, le vocabulaire, c'est plus pareil à français. Donc, c'est D'accord, plus facile. Je sais pas, j'ai comme une section de mon cerveau pour les langues romanes. d'accord. Et, c'est actif quand je parle français ou espagnol ou quoi qu'il soit. Hmm. Mais j'insiste, mais quand tu es arrivé au Canada, au début tu parlais pas du tout français, c'était une découverte. Ah, ok. En ce moment, j'avais un livre de grammaire et j'ai lu un peu la grammaire, un peu juste pour voir euh, comme ça fonctionne, comme système. Euh, et après ça, j'ai commencé à écouter la radio tous les jours. Et pour moi, c'est pas important que je comprenne tous. Si je comprends juste un peu, c'est quelque chose. Hmm. C'est bien pour moi. Et peu à peu, tu continues à écouter, à comprendre un peu plus, un peu plus. Et puis, oui, peu à peu, c'est comme ça que j'ai appris le français. C'est pas efficace. Non, c'est pas efficient. C'est pas Efficace. efficace, oui. Hmm. Mais oui, j'avais pas de limite de temps. Oui, oui, et ça te suffisait. Toi, ce que tu voulais, c'était réussir à communiquer avec les gens, les comprendre, voilà. Hmm, hmm. Donc, oui, après ça, après écouter la radio, voir la télévision en français, j'ai commencé un peu à parler. Juste des phrases, des fois, mais j'avais jamais euh, pris de la pression sur moi pour euh, euh, Oui, tu te mettais pas la pression en fait. Tu avais le temps, tu te mettais pas la pression. et c'est ça. Hmm, Et puis, peu à peu, je pouvais parler un peu plus. hmm. Et après ça, je voyageais pendant un an.
Et j'ai connu beaucoup de franco-parlants. Et ça, c'était vraiment comme la première fois que je devais parler français parce qu'il y avait du monde qui ne parlait que français. Donc, oui, ça m'a aidé beaucoup aussi. C'est comme une situation très pratique. Tu dois dire quelque chose pour communiquer. Et combien de temps tu es resté au Canada? 5 ans. 5 ans, d'accord. Vancouver, qui est anglophone, mais il y a quand même des francophones partout. Ah oui, ah oui, je croyais qu'à Vancouver, on parlait que anglais. La majorité, oui, mais il y a des communautés francophones partout en Canada. Ah oui, donc c'est pour ça que tu voulais aussi pouvoir parler français. Oui. Et là, en ce moment, est-ce que tu es en train d'apprendre une nouvelle langue? Ou est-ce que j'ai l'impression que tu en parles beaucoup, ça a l'air de vraiment te passionner. Est-ce que chaque année, enfin pas chaque année, mais régulièrement, tu apprends des nouvelles langues? Je peux pas dire régulièrement, mais oui, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Maintenant, c'est le yiddish et le suédois. D'accord. Et le yiddish, on le parle dans quel pays? Partout. Ah bon? Non, en fait, j'habitais à New York pendant 10 ans. Et là, il y a beaucoup de communautés orthodoxes juives là, où on parle tout le temps yiddish. Donc, j'ai écouté le yiddish dans la rue et j'ai noté que je pouvais comprendre beaucoup parce que c'est pareil à l'allemand. D'accord. L'allemand. Donc, ça m'a réveillé la curiosité un peu et j'ai commencé à apprendre un peu. Ici à Berlin, j'habite à Berlin maintenant, il y a une communauté d'artistes et musiciens qui font des activités au sujet de la langue yiddish. Et donc ici, j'ai trouvé du monde avec qui je peux vraiment parler en yiddish et pratiquer. On lit de la littérature en yiddish aussi. Donc, dernièrement, ça c'était un focus, comment on dit, pour moi. Oui, tu t'es focalisé vraiment là-dessus, d'accord. Et le suédois aussi, tu as dit? Tu as parlé de suédois? Le suédois aussi, je parle pas si bien le suédois, mais j'ai des amis en Suède et je voyage là souvent. Donc, c'est un peu difficile parce que tout le monde parle super bien anglais en Suède. C'est ce que j'allais te demander, en fait, j'attendais. Trouver une situation où tu as besoin vraiment de parler le suédois. Je m'efforce toujours au moins d'essayer de parler en suédois quand je suis là. Ouais. Et peu ça vient. Mais... et quand tu as commencé à apprendre le suédois, est-ce que tu as déjà commencé par essayer d'entendre les sons qui n'existent pas en anglais ou des sons? Parce que tu sais, chaque langue a des sons différents. Tu vois, je crois qu'en japonais, ils font pas la différence entre le L et le R. Voilà, là moi j'apprends l'anglais et je découvre des sons en fait qui n'existaient pas en français, donc j'essaye d'arrêter de les prononcer à la française et j'essaye de les prononcer correctement. Donc est-ce que toi tu accordes beaucoup d'attention pour entendre, écouter les sons quand tu apprends une nouvelle langue? Oui, en fait ça c'est quelque chose que m'intéresse beaucoup et que m'attire à une langue. Si j'aime le son d'une langue, je veux certainement apprendre au moins un peu. Donc, oui, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup du suédois. Et aussi, il y a beaucoup de voyelles en suédois. Et c'est super compliqué de faire la différence entre ce voyelle et cette voyelle. Et pour moi, c'est
un challenge. Je sais pas le mot en français, mais... Oui, c'est pareil, un challenge. Enfin, ou alors on utilise le même mot. Donc, oui, je pense que c'est comme... pour moi, c'est pas toujours question de, qu'il soit pratique d'apprendre une langue. Des fois, c'est juste esthétique. Pure esthétique, j'aime le son de la langue. Oui, parce que le suédois, tu aurais pu te contenter de parler anglais en Suède. Donc, oui, je fais un effort à maîtriser, si on peut dire, les sons. C'est pas toujours possible, mais on peut essayer. Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que tu parles français avec un accent canadien. Donc on entend quand même le petit accent canadien. Donc c'est marrant parce que ça prouve bien que la façon dont on répète les sons est vraiment importante. Oui, oui. Et je pense qu'il n'y a pas de problème si quelqu'un a un accent. C'est pas un problème, mais je pense que si tu peux te focaliser un peu sur le son des langues, tu veux... tu peux avoir aussi le rythme de la langue et je sais pas, je pense que c'est important. Si tu veux converser comme d'une manière naturelle et pas forcée, donc je pense que c'est important. Je pense que même si on a un petit accent, parce qu'on n'arrivera jamais, en apprenant adulte, on n'arrivera jamais à reproduire les sons exactement de la même manière. On aura forcément un petit accent. Mais le principal, c'est que il soit pas trop fort pour qu'on puisse se faire comprendre et comprendre les autres quand ils parlent. Oui. Quand j'étais allée en Irlande en fin 2017, en plus j'avais pas encore retravaillé mon anglais à cette époque et j'avais beaucoup de mal à comprendre les Irlandais. C'était, tu vois, c'était vraiment difficile. Donc je pense que le but d'apprendre une langue, c'est de pouvoir vraiment, c'est la base pour moi, entendre les sons pour comprendre quels mots ils ont dit, puis comprendre pour pouvoir communiquer. Une langue, c'est ça, c'est communiquer. Ouais. Il faut aussi être un peu flexible parce que c'est pas le cas que tout le monde parle de la même manière. C'est ça. Et je pense que ça, c'est la richesse des langues aussi. Ça, c'est super intéressant d'entendre quelqu'un qui parle une langue d'une manière que tu n'as jamais entendue. C'est super intéressant. Ouais. Et c'est vrai que j'ai réagi avec le français tu vois, moi j'habite dans le nord-est de la France et dans le sud, ils ont un accent qui est complètement différent. Tu vois, au Canada, ils vont avoir le rythme va être encore un peu différent aussi. Donc voilà, c'est toujours du français, mais c'est un peu comme pour l'anglais, tu sais, entre l'Irlande, l'Angleterre, les États-Unis, c'est différent. L'Australie. Oui, c'est super intéressant. Et est-ce qu'il y a à un moment quand même, là t'en as parlé un petit peu de grammaire. Est-ce que à un moment tu te dis il faut quand même que j'étudie vraiment la grammaire d'une manière active parce que là je sens que je suis bloquée quand je parle, j'utilise pas le bon temps de conjugaison. Oui, ça arrive des fois que si je suis en train de pratiquer une langue que je parle pas si bien, je note que j'ai fait des erreurs qui sont les mêmes tout le temps, où je manque l'expression, les mots pour dire quelque chose. Donc, en cet instant, je vais chercher qu'est-ce qui sont les outils qui me peuvent aider à exprimer ce que je veux dire. Et souvent, c'est de la grammaire, des choses de la grammaire, la grammatique. Et oui, c'est un peu comme si j'apprends une langue comme ça, c'est un peu comme ça que je l'apprends. J'apprends les choses comme
comment je dis ça en français? Quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je l'apprends. Oui. Tu veux dire que c'est pas d'une langue à l'autre, tu vas pas forcément utiliser la même méthode, mais si tu as un besoin, et ben du coup tu vas apprendre pour y arriver, quoi. Ouais. Voilà. Et aussi si j'ai par exemple un livre de suédois et c'est une méthode que c'est pas parfait pour moi, ça veut pas dire que je peux pas utiliser le livre. Je cherche dans le livre les sections qui sont pratiques pour moi ou qui sont organisées d'une manière que je peux comprendre facilement. Oui, et comme ça, je prends des petites morceaux de... Oui. Tu vas vraiment, si tu te poses une question, hop, tu vas aller chercher la réponse et tu avances comme ça au fur et à mesure. Oui. Et des fois, je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec l'apprentissage d'une langue. Et des fois, c'est juste la manière qu'il essaie de l'apprendre. Par exemple, ils ont acheté peut-être un livre qui est le meilleur livre pour apprendre l'hébreu, je sais pas. Et si le méthode, c'est pas sa manière d'apprendre, il sert à rien. Mais des fois, ça c'est comme une source de frustration pour... Oui, mais tu vois, c'est ce que j'ai découvert là avec tous les podcasts que j'ai fait avec des polyglottes. En fait, j'ai découvert que chaque personne a sa propre méthode d'apprentissage. On ne peut pas tous appliquer la même formule magique, ça n'existe pas. Et tu vois, moi, je suis enseignante Montessori, et du coup, je veux en fait aider les Français, avec mon amie Jessica, irlandaise. On veut aider les Français qui ont envie d'apprendre une langue, mais les aider dans la méthode, en fait, justement. Tu vois, les aider à trouver leur méthode, à trouver ce qui leur convient. Parce que pour moi, c'est la base, en fait. C'est avoir les connaissances sur le fonctionnement du cerveau. Comment ça fonctionne, tu vois, être engagé activement, si t'es passif, t'apprends moins. Enfin, avoir déjà toutes ces connaissances. Et puis après, une fois que t'as les connaissances, ok, maintenant je sais ça. Comment je m'y prends pour apprendre une langue? Oui, c'est ça. Et la différence, c'est que toi et les autres polyglottes que j'ai interviewés, vous avez la passion, vous en avez appris plusieurs, mais nous, on veut pas forcément... Enfin, les Français qu'on va aider, des fois, ça va être des personnes qui ont juste envie d'en apprendre une pour commencer, tu vois, parce qu'ils ont besoin de cette langue-là. Donc, et même s'ils n'ont pas cette passion pour les langues comme vous, les polyglottes, eh ben, on veut quand même réussir à les aider, à garder leur motivation, à trouver les outils qui leur correspondent pour aller au bout de leur projet. Oui. Je pense que c'est super important penser clairement c'est quoi l'objectif d'apprendre la langue. Et oui, des fois c'est comme tout le monde pense si on apprend une langue, on doit perfectionner la langue et apprendre jusqu'à tel niveau mais peut-être c'est pas ce que tu veux faire. Peut-être tu veux juste voyager dans un pays et parler un peu et c'est correct, c'est bien. Si tu as clairement cet objectif dans ta tête, ça va être plus facile pour toi. Et aussi, je pense que c'est important d'avoir un contexte pour comprendre. Donc, si tu aimes cuisiner, pourquoi pas pourquoi pas cuisiner dans la langue que tu apprends ou quoi qu'il soit. Oui. Oui, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un contexte et de profiter de ce qu'on aime faire en temps normal, le faire dans la langue qu'on apprend. Par exemple, moi je rêve de voyager.
Je regarde des vidéos de youtubeurs, des van lifers, des gens qui sont sur la route toute l'année. Et du coup, je regarde des vidéos en anglais. Pareil pour les podcasts. J'écoute des podcasts sur des sujets qui m'intéressent. Et du coup, on est encore plus motivé parce qu'on n'apprend pas juste la langue pour apprendre la langue. On apprend avec des supports qui nous intéressent. Donc, je pense qu'en fait, c'est chacun. Quand on accompagne des gens pour les aider à apprendre, il faut respecter leur méthode d'apprentissage et il faut respecter leurs objectifs, pourquoi ils le font et jusqu'où ils veulent aller et par quel chemin ils veulent passer. Oui, c'est important. Voilà. Et comment tu fais pour, comme tu connais et tu as appris plusieurs langues, même beaucoup, comment tu fais pour ne pas les oublier? Est-ce que tu gardes un petit contact chaque jour, chaque semaine avec toutes les langues? Oui, en fait, pour moi, c'est un peu facile parce que je travaille comme traducteur. Donc, et je traduis depuis l'espagnol, l'allemand et le chinois en anglais. Donc, ce sont 4 langues que je pratique tous les jours. Pour les autres, j'essaie d'écouter quelque chose au matin. J'écoute les nouvelles, la radio. Par exemple, maintenant en suédois, il y a des podcasts nouvelles pour learners, pour du monde qui apprend le suédois. Ah oui, pour ceux qui apprennent, d'accord. Oui, et ça aide beaucoup, juste pour garder la langue dans la tête, même si pendant 5 minutes, mais ça aide. Oui, parce que le fait d'oublier, c'est normal. Donc, si on ne veut pas oublier, il faut pouvoir avoir un contact avec la langue assez régulièrement. C'est ça. Et maintenant, je pense que j'ai commencé à perdre le chinois. Parce que j'ai pas contact à une communauté chinoise ici. Et oui, j'ai noté ça dernièrement. Je dois faire quelque chose en chinois. et tu pourrais pas trouver sur Italki, par exemple, tu pourrais pas trouver des personnes chinoises pour continuer d'échanger avec elles? Oui, c'est un peu, pour moi, ça serait pas mon méthode préférée. C'est un peu, c'est pas si naturel. Moi, je préférais trouver quelque chose que je ferais dans la vie quand même. Oui, ouais. Quelque chose que, par exemple, tu fais une activité sportive, artistique, tu vas boire un café et là, tu peux parler avec une personne dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Donc, pour le chinois, je sais pas ce que c'est en ce moment, mais je vais le trouver. D'accord. Et est-ce que tu as un blog, un site ou des vidéos sur YouTube si les auditeurs veulent... est-ce que tu es présent sur Internet? Oui, j'ai un blog, c'est collectanealinguistica.wordpress.com. C'est un blog, j'ai pas écrit grande chose dernièrement, mais c'est juste des articles sur des expériences que j'avais quand je voyageais dans le monde, quand j'étais confronté avec une langue que je comprenais pas ou je savais pas grand chose d'elle. Mais oui, juste des expériences et des réflexions sur les langues. Et surtout les langues qui est dans des situations dangereuses. Je sais pas si on le dit comme ça en français, mais comme des langues qui se parlent pas beaucoup. D'accord. Du monde qui parle.
comme le gaélique, par exemple, ou le breton. Oui, mais c'est... D'accord. Eh ben, je mettrai le lien de ton blog dans la description du podcast, comme ça les auditeurs pourront aller voir. Et les articles sont écrits en anglais, j'imagine. Oui, c'est tout en anglais, mais j'avais l'idée de commencer à écrire en espagnol et en allemand. D'accord. Peut-être pas le français, mais on ne sait jamais, peut-être un jour. D'accord. Bon, les auditeurs qui nous écoutent, leur but c'est d'apprendre une langue. Alors je ne sais pas laquelle, mais voilà, si l'anglais, l'espagnol, l'allemand fait partie, ils pourront découvrir tes articles. Et ben merci beaucoup, Timothy. Merci à toi. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à partager cette interview autour de vous, voilà, toutes les personnes qui ont envie d'apprendre une nouvelle langue. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous appréciez, ce que vous aimeriez, les questions que vous aimeriez que je pose pour aux prochaines personnes que je vais interviewer. Et voilà, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour pour être sûr que je réponde vraiment à vos besoins. Je vous dis à lundi prochain.